Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû rester si tard, mais quelque chose l'empêchait de partir. La pluie tambourinait contre les grandes baies vitrées du 15e étage, transformant Lyon en un tableau impressionniste flou. Alizé Carpentier ajusta ses lunettes de lecture et soupira doucement, ses doigts effleurant machinalement les touches de sa calculatrice. Les chiffres dansaient devant ses yeux azur gris, mais son esprit vagabondait ailleurs, comme souvent à cette heure tardive. Il était déjà 19 heures passées. Le bureau de l'agence d'architecture Derville & Associés S était vidé depuis longtemps, ne laissant que le bourdonnement discret de l'éclairage LED et le parfum persistant du café froid abandonné sur son bureau. Alizé enroula une mèche blonde autour de son index, ce geste nerveux qu'elle faisait depuis l'enfance, et contempla la pile de factures à vérifier. Pourquoi ne partait-elle jamais à l'heure? La vérité était simple et douloureuse. Ici, dans ce silence feutré, elle pouvait imaginer qu'elle appartenait vraiment à ce monde élégant, que sa présence comptait, qu'elle n'était pas seulement Alizé la discrète, Alizé qu'on remarque à peine, mais une femme importante dans une entreprise prestigieuse. Un bruit de pas résonna dans le couloir. Son cœur fit un bond. Jules Derville apparut dans l'encadrement de la porte, sa silhouette élancée se découpant contre la lumière tamisée du couloir. Il tenait sa veste de costume négligemment jetée sur l'épaule, sa chemise blanche légèrement froissée, après cette longue journée de rendez-vous clients. Ses cheveux châtains, habituellement parfaitement disciplinés, montraient quelques mèches rebelles qui lui donnaient un air moins intimidant. Alizé, sa voix grave portait une note de surprise. Je pensais que tout le monde était parti. Elle sentit ses joues s'empourprer légèrement. Depuis 3 ans qu'elle travaillait pour lui, elle n'arrivait toujours pas à contrôler cette réaction embarrassante. Je termine juste les comptes du mois, monsieur Derville. Elle baissa les yeux vers ses documents, espérant que sa voix ne trahissait pas son trouble. Il y avait quelques incohérences dans les factures du chantier de Villeurbanne. Jules s'approcha de son bureau, et elle respira discrètement son parfum. Ce mélange boisé et sophistiqué qui lui rappelait les bibliothèques anciennes et les dimanches matins tranquilles. L'homme idéal de Guerlain. Elle l'avait reconnu un jour dans une parfumerie, par hasard, et depuis, cette fragrance hantait ses pensées. Vous savez que vous pouvez partir à l'heure réglementaire, n'est-ce pas? Il posa sa main sur le dossier de la chaise voisine, et Alizé remarqua la Longines Vantage à son poignet, celle qu'il lui avait dit appartenir à son grand-père. Vous n'êtes pas obligé de rester pour... Un éclair illumina soudain tout l'open space, suivi d'un grondement de tonnerre qui fit vibrer les vitres. La pluie redoubla d'intensité, martelant maintenant les fenêtres avec une violence presque musicale. « Mon Dieu !» murmura Jules en se dirigeant vers la baie vitrée. « On dirait que l'orage arrive plus tôt que prévu. » Alizé étala nerveusement ses doigts, ce tic qu'elle avait quand elle voulait prendre courage pour parler, et osa enfin lever les yeux vers lui. De profil, éclairé par la lumière intermittente des éclairs, Jules avait quelque chose de vulnérable qu'elle ne lui connaissait pas. Ses épaules semblaient porter un poids invisible. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» Les mots « S » échappèrent de ses lèvres, avant qu'elle puisse les retenir. Il se tourna vers elle, surpris par la douceur inquiète de sa voix. Pour la première fois depuis des mois, il la regarda vraiment. Pas comme son assistante financière efficace et silencieuse, mais comme Alizé. Cette femme aux yeux couleur d'orage qui travaillait dans l'ombre, qui connaissait par cœur ses habitudes de café, qui laissait toujours des post-it avec des sourires dessinés sur les dossiers urgents. Il hésita, passa sa main dans ses cheveux. Oui, bien sûr, juste fatigué. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils parlaient de nuits blanches, de conversations creuses autour de dîners mondains, de réveils où l'on se demande si c'est vraiment ça, la vie qu'on avait rêvée. Un nouveau grondement de tonnerre déchira le silence, plus fort cette fois. Les lumières du bureau vacillèrent une seconde. « Vous habitez loin d'ici ?» demanda Jules, soudain préoccupé. « Avec cet orage, les transports vont sûrement être perturbés. »« Travaille les courses » répondit Alizé en rangeant machinalement ses affaires. « Je prends habituellement le métro ligne D, puis le tramway. » Jules consulta son téléphone et fronça les sourcils. Les lignes de métro sont suspendues à cause d'inondations sur plusieurs stations. Et regardez ça, il lui montra l'écran. Alerte météo rouge pour la région Rhône-Alpes. Orage violent jusqu'à demain matin. Alizé sentit son estomac se nouer. Son petit appartement de Bellecour lui semblait soudain à des années-lumière. Elle imagina les rues inondées, les transports paralysés, elle-même trempée jusqu'aux os dans cette tempête qui semblait vouloir engloutir la ville. « Je vais appeler un taxi », murmura-t-elle, même si elle savait qu'avec ce temps, ce serait mission impossible. « Par ce temps ?» Jules secoua la tête. « Alizé,
Soyez raisonnable, vous ne pourrez pas rentrer ce soir. » Le prénom prononcé par sa voix grave la fit tressaillir. Dans sa bouche, Alizée sonnait différemment. Plus doux, plus personnel. Un éclair plus violent que les autres illumina le ciel, immédiatement suivi d'un tonnerre assourdissant. Cette fois, les lumières s'éteignirent complètement. L'obscurité les enveloppa d'un coup, dense et totale. Seuls les éclairs intermittents révélaient leurs silhouettes figées dans ce bureau qui venait de devenir leur refuge forcé. Dans le noir, la voix de Jules murmura « Je crois que nous n'avons plus le choix. Nous sommes bloqués ici. » Et dans cette phrase simple, Alizée entendit les échos de quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Une possibilité, une faille dans le temps ordinaire. Mais elle ne savait pas encore que cette nuit allait tout changer. Dans le noir, on dit des vérités qu'on n'oserait jamais avouer en pleine lumière. L'obscurité était totale. Seule la lueur intermittente des éclairs révélait par instant la silhouette de Jules, debout près de la fenêtre, et celle d'Alizée, toujours assise à son bureau, les mains crispées sur les accoudoirs de sa chaise. « Il doit y avoir des bougies d'urgence quelque part », murmura Jules, sa voix résonnant étrangement dans l'espace silencieux. Dans la cuisine, peut-être, Alizée entendit ses pas prudents sur le parquet, puis le bruit d'une porte qui s'ouvre. Elle resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre malgré la distance. Dans cette obscurité protectrice, elle osait enfin le regarder, ou plutôt regarder en direction de l'endroit où elle savait qu'il se trouvait. 3 ans qu'elle l'observait en secret, qu'elle mémorisait ses habitudes, ses expressions, la façon dont il fronçait les sourcils quand il réfléchissait à un projet complexe. 3 ans qu'elle inventait des excuses pour travailler tard, espérant ces moments rares où il se retrouvait seul dans le bureau. Un bruit de tiroir que l'on fouille lui parvint de la cuisine. Puis, quelques minutes plus tard, une lumière dorée et dansante apparut dans le couloir. Jules revint avec 3 bougies qu'il avait disposées sur une soucoupe. La flamme vacillante transformait son visage, creusant des ombres sous ses pommettes, adoucissant ses traits habituellement si nets. Il posa la soucoupe sur le bureau voisin de celui d'Alizée et, pour la première fois depuis des mois, s'assit dans le fauteuil en face d'elle au lieu de rester debout. « Voilà qui est mieux », dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Alizée remarqua qu'il avait déboutonné le col de sa chemise. Ce petit détail, si intime, la troubla plus qu'elle ne l'aurait voulu. Dans la lumière douce des bougies, Jules Derville-Naine était plus son patron intimidant. Il était juste un homme, fatigué, peut-être même fragile. « Vous avez de la famille qui va s'inquiéter ?» demanda-t-elle doucement, ses doigts jouant machinalement avec le cordon de son cardigan beige. Jules eut un sourire sans joie. « Ma femme est à Cannes pour un vernissage. Elle ne rentrera que dimanche. » Il marqua une pause, ses yeux fixant la flamme qui dansait. « Elle ne remarquera probablement même pas mon absence. » Ces mots, prononcés avec une amertume contenue, créèrent un silence pesant. Alizée sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pendant des mois, elle avait idéalisé le mariage de Jules, imaginant cette Constance élégante et sophistiquée qu'elle n'avait entrevue qu'une fois, lors de la soirée de Noël de l'entreprise. Une femme parfaite pour un homme parfait. Et vous? La voix de Jules la tira de ses pensées. Quelqu'un qui attend votre retour? Alizée secoua la tête, ses joues s'empourprant légèrement. Non, juste mon chat, Voltaire. Elle eut un petit rire gêné. Il a l'habitude de mes retards. Voltaire? Jules sourit pour la première fois de la soirée, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Comme l'écrivain? Ça comme l'écrivain, confirma Alizée, surprise qu'il s'intéresse à ce détail. Je l'ai trouvé devant la bibliothèque de la Part-Dieu, tout petit, sous la pluie. Ça m'a semblé approprié. Jules l'observa dans la lumière vacillante. Vous aimez lire? Passionnément. Le mot « S » échappa avec plus d'intensité qu'elle ne l'aurait voulu, surtout les classiques français. Balzac, Zola, Maupassant. Ces écrivains qui savaient voir la beauté dans l'ordinaire. Vous savez, il y avait quelque chose dans sa voix, une ferveur contenue, qui captiva Jules. Il réalisa soudain qu'en 3 ans, il ne connaissait presque rien de cette femme qui gérait sa vie professionnelle avec une efficacité silencieuse. Elle était toujours là, discrète, prévenante, mais il ne l'avait jamais vraiment vue. « J'ai remarqué que vous photographiez parfois les bâtiments pendant la pause déjeuner, » dit-il doucement, avec un vieil appareil photo. Alizée sursauta légèrement. Elle ne pensait pas qu'il l'avait remarqué. « C'est un Nikon FM de 1978. Il appartenait à mon grand-père. » Ses doigts se mirent à jouer avec ses cheveux, enroulant une mèche blonde autour de son index. La photographie argentique a quelque chose d'authentique.
Chaque clic compte. On ne peut pas effacer, on ne peut pas retoucher. C'est brutal et vrai. Jules hocha lentement la tête, comme l'architecture, dans un sens. Une fois qu'un bâtiment est construit, il reste, il porte en lui l'intention de son créateur, ses erreurs, sa beauté. Un éclair particulièrement violent illumina le bureau, suivi d'un tonnerre qui fit vibrer les murs. La pluie redoubla d'intensité, martelant les vitres avec une fureur primitive. Dans ce déchaînement naturel, quelque chose se dénoua entre eux. Les conventions professionnelles s'estompaient, emportées par la tempête et l'intimité forcée de cette nuit improbable. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» demanda Alizée, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. Jules la regarda, intrigué par ce changement dans son ton. « Je vous écoute. Êtes-vous heureux ?» La question tomba comme un couperet dans le silence. Jules resta figé, ses yeux sombres reflétant la lumière dansante des bougies. Personne ne lui avait jamais posé cette question si directement. Pas sa femme, pas ses amis, pas même lui-même dans ses moments de solitude. Il s'interrompit, passa une main dans ses cheveux. Je ne sais pas si le bonheur est quelque chose que je me suis autorisé à chercher. Cette réponse, d'une honnêteté brutale, fit quelque chose d'étrange au cœur d'Alizée. Elle réalisa que l'homme qu'elle admirait de loin, qu'elle idéalisait peut-être, était aussi perdu qu'elle. « Et vous ?» Il retourna la question, ses yeux plongés dans les siens. « Êtes-vous heureuse, Alizée ?» Son prénom, encore une fois, prononcé avec cette douceur nouvelle. Elle sentit ses défenses s'effriter une à une. « J'ai appris à me contenter de petits moments, » murmura-t-elle. Le goût du café le matin, la lumière dorée sur les façades de Lyon, le ronronnement de Voltaire. Elle marqua une pause. Et parfois, très rarement, un regard bienveillant de quelqu'un qu'on estime. Jules comprit qu'elle parlait de lui. Dans la lueur des bougies, il vit cette femme remarquable qu'il avait côtoyée sans la voir. Alizée avec ses passions secrètes, sa sensibilité à fleur de peau, sa beauté discrète qui se révélait lentement, comme une photographie qui se développe dans la chambre noire. Et dans ce moment suspendu, il eut envie de lui dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge, et le silence entre eux se chargea d'électricité. Il y a des vérités qui ne peuvent naître que dans l'obscurité. Les minutes égrenaient dans ce bureau transformé en refuge improvisé. La pluie continuait sa danse furieuse contre les vitres, mais à l'intérieur, une étrange paix était installée entre eux. Jules fixait la flamme vacillante, luttant visiblement contre des mots qui voulaient sortir. « Alizée » finit-il par murmurer, sa voix plus grave que d'habitude. « Puis-je vous avouer quelque chose ?» Elle hocha la tête, son cœur s'accélérant. Dans la lumière dorée des bougies, Jules semblait différent, plus jeune, plus vulnérable, débarrassé de cette carapace professionnelle qu'il portait si bien. « Mon mariage » Il s'interrompit, passa une main sur son visage. « Mon mariage est mort depuis des années. Nous sommes devenus des étrangers polis qui partagent le même nom et la même adresse. » Ces mots, prononcés avec une simplicité déchirante, résonnèrent dans le silence. Alizée sentit quelque chose se briser en elle, non pas de joie, mais de compassion pure pour cet homme qu'elle découvrait si seul. Constance et moi, nous nous sommes mariés parce que c'était attendu. Nos familles, nos cercles sociaux, tout semblait nous y pousser. Jules eut un sourire amer. J'ai cru que l'amour viendrait avec le temps, mais on ne peut pas forcer un cœur à battre. Alizée pensa à toutes ces soirées où elle l'avait imaginé rentrant chez lui vers une femme aimante, vers un foyer chaleureux. L'ironie était cruelle. « Et vous savez ce qu'il y a de plus terrible ?» continua Jules, ses yeux sombres plongés dans les siens. « C'est que je me suis habitué à cette vie vide, à faire semblant, à sourire lors des dîners mondains, à jouer le rôle du mari parfait. Pourquoi me dites-vous tout cela ?» chuchota Alizée, troublée par cette confession si intime. Jules la regarda longuement avant de répondre. « Parce qu'avec vous, je n'ai pas envie de faire semblant. » Sa voix se fit plus douce. « Depuis 3 ans, vous êtes la seule personne devant qui je me sens réelle. » Ces mots la bouleversèrent plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle, qui se pensait invisible, découvrait qu'elle existait dans le regard de l'homme qu'elle admirait en secret. « Moi aussi, j'ai quelque chose à avouer, » murmura-t-elle, surprise par sa propre audace. Jules attendit, respectueux de son tempo. « Je reste tard au bureau, pas vraiment pour le travail. Ses joues s'empourprèrent. C'est pour ces moments, quand vous passez dire bonsoir, quand vous me demandez comment s'est passée ma journée. Ces quelques minutes où j'ai l'impression d'exister pour quelqu'un. » Le silence qui suivit était chargé d'une émotion palpable. Jules réalisa que cette femme discrète,
qu'il croyait heureuse dans sa solitude choisie, était en réalité aussi affamée de reconnaissance que lui. « Alizée », il se pencha légèrement vers elle, « vous existez, plus que vous ne le pensez. » Un éclair illumina soudain leur visage, révélant l'intensité de ce moment. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, il n'y avait plus de barrière entre eux, plus de hiérarchie, plus de convention sociale. Juste deux âmes qui se reconnaissaient. « Je ne sais pas ce que je fais », avoua Jules dans un souffle, « mais cette nuit, j'ai l'impression de me réveiller, après des années de sommeil. » Alizée sentit ses défenses s'effondrer complètement. « Moi aussi », chuchota-t-elle. Dans la lueur dansante des bougies, quelque chose d'irréversible venait de se passer. Ils avaient franchi une ligne invisible, celle qui sépare les non-dits des aveux, les rêves secrets de la réalité partagée. Et au dehors, la tempête continuait de faire rage, comme si elle protégeait ce moment fragile du monde extérieur. Mais ils ne savaient pas encore que le plus dur restait à venir. Certaines nuits changent tout, mais le jour qui suit peut tout détruire. L'aube filtrait timidement à travers les nuages gris, chassant peu à peu l'intimité protectrice de la nuit. Alizée ouvrit les yeux, son cou endolori par la position inconfortable dans son fauteuil de bureau. Les bougies S étaient consumées, ne laissant que des flaques de cire figées sur la soucoupe. Jules dormait encore, affalé dans le canapé de la zone d'accueil, sa veste pliée sous sa tête en guise d'oreiller. Dans la lumière du matin, il paraissait plus jeune, presque vulnérable, ses traits détendus par le sommeil. Alizée l'observa quelques instants, gravant cette image dans sa mémoire. Jules sans masque, sans armure sociale. Qu'avait-il fait? La réalité la frappa de plein fouet. Dans quelques heures, ce bureau redeviendrait leur lieu de travail. Il redeviendrait Monsieur Derville. Elle redeviendrait son assistante discrète. Et cette nuit où ils étaient parlé comme jamais, où ils avaient abaissé toute leur défense, ne serait plus qu'un souvenir troublant. Elle se leva silencieusement, lissa sa jupe froissée et tenta de remettre un peu d'ordre dans ses cheveux. Dans le reflet de la fenêtre, elle vit une femme différente de celle de la veille. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, mais aussi d'une inquiétude profonde. Le bruit de ses pas réveilla Jules. Il ouvrit les yeux, désorienté pendant quelques secondes, puis la réalité lui revint. Son regard croisa celui d'Alizée, et un silence pesant s'installa entre eux. « Bonjour », murmura-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonjour, monsieur Derville. » Les mots S échappèrent automatiquement de ses lèvres, et elle se mordit la langue en réalisant sa bévue. « Monsieur Derville ». Le titre formel claqua comme une gifle dans l'air matinal. Jules tressaillit visiblement, comprenant immédiatement le message. Alizée remettait les barrières en place. Il se redressa, passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « Alizée, à propos d'hier soir, il ne s'est rien passé, » l'interrompit-elle rapidement, détournant le regard. « Nous étions fatigués. La situation était particulière. Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'ils sonnaient faux. Tout s'était passé, au contraire. Pas physiquement, certes, mais émotionnellement. Quelque chose d'irréversible avait eu lieu. Jules la regarda ranger nerveusement ses affaires, remettre en place les objets déplacés pendant la nuit. Chacun de ses gestes parlait de fuite, de regret, de peur. « Vous regrettez ?» demanda-t-il doucement. Alizée s'immobilisa, ses mains crispées sur son sac. « Nous ne pouvons pas, vous le savez bien. » « Pourquoi ?» Sa voix se fit plus pressante. « Parce que je suis mariée? Parce que vous êtes mon employé? Ou parce que vous avez peur ?» Ces questions la touchèrent en plein cœur. Oui, elle avait peur. Peur de détruire sa vie tranquille. Peur de briser un mariage, même malheureux. Peur de perdre le peu de stabilité qu'elle avait construit. « Tout cela, » avoua-t-elle dans un souffle, « tout cela me fait peur. » Jules s'approcha d'elle, mais s'arrêta à distance respectable. « Moi aussi, j'ai peur. Mais hier soir, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être vivant. » Les yeux d'Alizée se voilèrent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Et après? Que se passerait-il après? Vous reprendriez votre vie, et moi, je ne serais qu'un regret de plus. »« Non, » dit-il fermement, « vous ne seriez jamais un regret. » Mais Alizée secoua la tête, ses défenses définitivement remontées. « Je vais prendre ma démission, monsieur Derville. Je ne peux plus travailler ici. » Ces mots frappèrent Jules comme un coup de poing. « Alizée, ne faites pas ça. Nous pouvons. »« Non, » l'interrompit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Nous ne pouvons rien. Hier soir était une erreur. Une belle erreur, mais une erreur quand même. » Elle se dirigea vers la sortie, s'arrêta un instant sur le seuil sans se retourner. « Au revoir, Jules. » Son prénom, prononcé pour la première et dernière fois,
résonna dans le bureau vide comme un adieu définitif. Et dans le silence qui suivit, Jules comprit qu'il venait de perdre la seule personne qu'il avait jamais vraiment vue. Parfois, les absences parlent plus fort que les présences. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit de tempête. 3 semaines pendant lesquelles Jules avait tenté de reprendre sa routine habituelle, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais chaque matin, en arrivant au bureau, son regard se portait automatiquement vers le poste d'Alizée. Vide. La nouvelle assistante financière, Margot Dubois, était compétente et souriante. Elle organisait parfaitement ses rendez-vous, gérait ses dossiers avec efficacité. Pourtant, Jules ne pouvait s'empêcher de la comparer à Alizée. Margot n'avait pas cette façon particulière de poser les documents sur son bureau, alignés au millimètre près. Elle ne laissait pas de petites notes manuscrites avec des sourires dessinés. Elle ne connaissait pas ses habitudes de café. Et surtout, elle ne le regardait pas comme si elle le voyait vraiment. Ce matin-là, Jules fixait les plans d'un nouveau projet résidentiel à Confluence sans parvenir à se concentrer. Les lignes se brouillaient devant ses yeux. Il repensa à cette nuit où Alizée lui avait parlé de photographie argentique, de ces clichés qu'on ne peut ni effacer ni retoucher. Brutal et vrai, avait-elle dit, comme ce qu'il ressentait pour elle. Un coup discret à la porte le tira de ses pensées. Margot passa la tête dans l'entrebâillement. « Monsieur Derville, votre épouse au téléphone. » Jules soupira intérieurement. Constance appelait rarement au bureau, sauf pour des obligations sociales. « Passez-la moi. » La voix cristalline de sa femme résonna dans le combiné. « Jules, chérie, j'espère que tu n'as rien prévu samedi soir. Les Moreau organisent un dîner pour célébrer l'ouverture de leur galerie. Tout le gratin lyonnais sera présent. Encore un dîner mondain, encore une soirée à jouer le rôle du mari parfait, à échanger des politesses vides avec des gens qu'il connaissait sans les apprécier. « Bien sûr, » répondit-il machinalement. « Je noterai dans mon agenda. »« Parfait. Oh, et Jules, pense à porter ton costume gris anthracite. Il te va si bien. » Après avoir raccroché, Jules resta immobile dans son fauteuil. Constance ne lui avait même pas demandé comment il allait, si sa journée se passait bien. Leur conversation n'avait duré que 2 minutes, et déjà il se sentait épuisé. Il repensa à Alizée, à la façon dont elle écoutait vraiment quand il parlait, à ses questions sincères, à son intérêt genuin pour ses projets. Avec elle, il n'avait jamais eu besoin de porter un masque. Où était-elle maintenant? Il avait tenté de la joindre plusieurs fois les premiers jours, mais son téléphone sonnait dans le vide. Il était même passé devant son immeuble de Bellecour, sans oser monter. Que lui aurait-il dit? Qu'elle lui manquait? Qu'il regrettait de ne pas avoir eu le courage de la retenir ce matin-là? L'après-midi, Jules décida de sortir, prendre l'air. Il marcha sans but précis dans les rues de Lyon, ses pas le menant instinctivement vers les lieux qu'Alizée photographiait pendant ses pauses déjeuner. La Traboule entre la rue du Bœuf et la rue de la Bombarde, la cour d'honneur de l'hôtel de ville, le pont de la Guillotière au coucher du soleil. Dans chacun de ces endroits, il l'imaginait avec son vieil appareil photo, cadrant patiemment la lumière parfaite. Cette pensée lui serra le cœur. En rentrant au bureau, il croisa Margot qui rangeait ses affaires. « Monsieur Derville ?» Elle hésita un instant. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Jules hocha la tête, intrigué. « Votre ancienne assistante, Alizée Carpentier, est-ce qu'elle va bien ?» La question le prit au dépourvu. « Pourquoi me demandez-vous cela ?»« C'est que... » Margot rougit légèrement. « Je l'ai croisée hier à la bibliothèque de la Part-Dieu. Elle avait l'air triste, très triste, et quand elle m'a vu, elle a fui comme si j'y étais un fantôme. » Ces mots transpercèrent Jules. Alizée aussi souffrait. Elle aussi portait le poids de cette nuit qui avait tout changé. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement silencieux du 6e arrondissement, Jules prit une décision qui lui sembla soudain évidente. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans le mensonge. Mais il ne savait pas encore que quelqu'un d'autre avait pris une décision qui allait tout bouleverser. Parfois, il faut partir très loin pour découvrir qui on est vraiment. Saint-Malo, l'odeur iodée de l'océan, le cri des mouettes, le bruit hypnotique des vagues qui se brisent contre les remparts. Alizée Carpentier respirait enfin. Cela faisait 2 semaines qu'elle avait quitté Lyon avec pour seul bagage une valise, son appareil photo et Voltaire dans sa cage de transport. 2 semaines qu'elle était installée dans ce petit studio face à la mer, trouvé grâce à une annonce sur le Bon Coin. Le propriétaire, Hervé Leclerc, un ancien marin de 70 ans aux mains rugueuses et au sourire bienveillant, ne lui avait posé aucune question. Il avait simplement dit « Vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin de paix. Ici, la mer guérit tout. » Et peu à peu, Alizée découvrait qu'il avait raison. Chaque matin,
Elle se levait avec l'aube et prenait son petit déjeuner face à l'horizon infini. Du café noir, une tartine de beurre salé breton et ce silence apaisant que seule la côte peut offrir. Voltaire, adaptatif comme tous les chats, avait trouvé son coin favori près de la fenêtre et passait ses journées à observer les oiseaux marins d'un œil rêveur. L'après-midi, Alizée parcourait les sentiers côtiers avec son Nikon FM. Elle photographiait les rochers sculptés par les siècles, les bateaux de pêche rentrés au port, les visages burinés des marins. Ces clichés avaient quelque chose de différent de ceux qu'elle prenait à Lyon. Ils respiraient la liberté. Dans sa nouvelle vie, elle avait trouvé un emploi à mi-temps dans une librairie du centre historique, Homo Marin. La propriétaire, Françoise Morvan, une quinquagénaire passionnée de littérature, avait immédiatement apprécié la culture d'Alizée et sa discrétion naturelle. « Vous avez fui quelque chose ?» lui avait-elle demandé un jour, en arrangeant les nouveautés en vitrine. « Plutôt quelqu'un », avait répondu Alizée avec un sourire triste. « L'amour ? L'amour impossible. » Françoise avait hoché la tête avec compréhension. « J'ai connu ça, il y a 20 ans. Un homme marié, brillant, qui me faisait me sentir vivante, elle avait marqué une pause. J'ai bien fait de partir. Cela m'a sauvée. » Ces mots avaient réconforté Alizée. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait moins seule dans sa décision. Le soir, elle préparait souvent une tarte tatin, cette recette que sa grand-mère lui avait apprise. Les gestes méticuleux, l'odeur de caramel qui envahissait le studio, lui rappelaient que la vie était faite de ces petits bonheurs simples qu'elle avait oubliés à Lyon. Pourtant, parfois, dans le silence de la nuit, les souvenirs remontaient. Cette nuit d'orage, les confidences échangées, la voix de Jules prononçant son prénom avec cette douceur nouvelle. Elle repensait à ses yeux sombres dans la lueur des bougies, à cette vulnérabilité qu'il lui avait montrée. Avait-elle eu raison de fuir? Un soir, en développant ses dernières pellicules dans la chambre noire improvisée de sa salle de bain, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Parmi les photos de paysages bretons, une silhouette familière apparut sur l'un des clichés pris depuis sa fenêtre. Un homme en costume sombre se tenait sur le quai, face à l'océan, de dos. Mais cette posture, cette façon de tenir ses épaules, son cœur s'arrêta. Jules? Non, c'était impossible. Son imagination lui jouait des tours. Jules était à Lyon, dans sa vie bien ordonnée, avec sa femme et ses obligations sociales. Pourquoi aurait-il? Elle examina la photo à la loupe. L'homme portait une veste qu'elle connaissait, avait cette démarche particulière. Alizée sentit ses mains trembler. Si c'était vraiment lui, cela signifiait qu'il l'avait cherché, qu'il avait découvert où elle était, qu'il était venu jusqu'ici. Mais que voulait-il? Elle regarda par la fenêtre de son studio. Le quai était désert maintenant, balayé par le vent du large. Seules quelques mouettes tardives planaient au-dessus des flots sombres. Avait-elle rêvé cette silhouette? Ou Jules Derville était-il vraiment là, quelque part dans Saint-Malo, à la chercher? Et si c'était le cas, était-elle prête à l'affronter? Il y a des retrouvailles qu'on redoute et qu'on espère à la fois. Le lendemain matin, Alizée n'arrivait pas à chasser l'image de cette silhouette de son esprit. Elle avait mal dormi, se retournant sans cesse dans son lit, scrutant par la fenêtre le moindre mouvement sur le port. Voltaire, sensible à son agitation, était venu se blottir contre elle en ronronnant doucement. À 8 heures, elle décida d'aller se promener sur les remparts pour s'éclaircir les idées. L'air marin fouettait son visage, portant cette fraîcheur salée qui l'apaisait habituellement. Mais ce matin, même l'océan ne parvenait pas à calmer son cœur qui battait trop vite. Elle s'arrêta à la pointe du Grand B, son lieu de réflexion favori, et sortit son appareil photo. Cadrer, mesurer la lumière, ses gestes méticuleux l'aidaient toujours à retrouver son équilibre intérieur. Vous photographiez toujours avec la même concentration. Cette voix grave qu'elle connaissait si bien. Alizée se figea, l'appareil à mi-chemin de ses yeux. Lentement, elle se retourna. Jules se tenait à quelques mètres d'elle, les mains dans les poches de sa veste sombre. Il avait l'air fatigué, ses cheveux ébouriffés par le vent marin, sa chemise légèrement froissée, mais ses yeux la regardaient avec cette intensité qu'elle avait découverte durant cette nuit d'orage. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues. « Margot vous a vu à la bibliothèque. J'ai demandé à votre propriétaire de Bellecour. Il m'a dit que vous aviez laissé une adresse de réexpédition du courrier. » Jules fit un pas vers elle. « J'ai pris le premier train pour Rennes, puis le car jusqu'ici. » Alizée recula instinctivement, serrant son appareil photo contre sa poitrine comme un bouclier. « Pourquoi ?
Pourquoi avoir fait tout ce chemin? Parce que je ne supporte plus de vivre sans vous. Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, la frappèrent de plein fouet. Elle avait imaginé 1000 scénarios de retrouvailles, mais pas cette déclaration directe, sans détour. « Jules !» Elle secoua la tête. « Vous ne pouvez pas dire ça. Votre femme, votre vie. » J'ai demandé le divorce. Le silence qui suivit fut rompu seulement par le cri des mouettes. Alizé le regardait, incrédule. « Quoi? Ça reste il y a une semaine. » J'ai dit la vérité à Constance. Jules passa une main dans ses cheveux, que notre mariage était mort depuis des années, qu'on ne pouvait plus continuer à faire semblant. Et elle a accepté. Elle m'a dit qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Un sourire amer passa sur ses lèvres. Elle aussi avec quelqu'un d'autre, un galeriste parisien qu'elle fréquente depuis 2 ans. Alizé sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit sur un rocher, essayant d'assimiler cette information. Jules s'approcha doucement, s'agenouilla devant elle. « Alizé, regardez-moi. » Reluctante, elle leva les yeux vers lui. Cette nuit d'orage, elle m'a ouvert les yeux. Vous m'avez ouvert les yeux. Sa voix se fit plus douce. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le courage de choisir le bonheur plutôt que les apparences. Mais pourquoi moi? Chuchota-t-elle. Je ne suis qu'une. Vous êtes la femme qui me voit vraiment, qui écoute mes silences, qui transforme mes journées ordinaires en quelque chose de précieux. Il tendit la main vers elle, sans la toucher. Vous êtes celle qui m'a appris que l'amour, le vrai, ne se négocie pas. Les larmes qu'Alizé retenait depuis des semaines se mirent à couler. Toutes ses peurs, tous ses doutes, cette culpabilité qu'elle portait. J'ai eu si peur, avoua-t-elle. Peur de détruire votre vie, peur d'être juste, un caprice. Jamais. Jules se rapprocha encore. Vous n'êtes pas un caprice, Alizé. Vous êtes la femme que j'attendais sans le savoir. Le vent marin enveloppait leur silhouette face à l'immensité de l'océan. 2 êtres qui s'étaient cherchés, perdus, retrouvés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Murmura-t-elle. Jules sourit, ce sourire authentique qu'elle n'avait vu qu'une fois, dans la lueur des bougies. Maintenant, on apprend à être heureux, ensemble. L'amour véritable commence quand on cesse d'avoir peur de être soi-même. Les jours qui suivirent furent étranges et merveilleux à la fois. Jules avait pris une chambre à l'hôtel des Thermes, face à la plage du Sillon, mais il passait la plupart de son temps avec Alizé. Ils apprenaient à se découvrir loin des contraintes du bureau, loin des regards et des conventions. Le matin, ils se promenaient sur la grande plage à marée basse, ramassant des coquillages et des galets polis par l'océan. Alizé photographiait Jules dans son environnement naturel, détendu, souriant, les cheveux ébouriffés par le vent salé. Sur ces clichés, il ressemblait à l'homme qu'il aurait toujours dû être. « Vous savez, dit-il un matin en s'arrêtant près d'un rocher couvert d'algues, je n'ai jamais pris de vraies vacances. Même nos voyages avec Constance étaient programmés, organisés autour d'événements mondains. » Alizé abaissa son appareil photo et le regarda. « Et comment vous sentez-vous maintenant? » « Libre. » Il ramassa un galet lisse et le fit ricocher sur l'eau. « Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de respirer vraiment. » Ça l'après-midi. Il flânait dans les rues pavées de l'Intramuros. Alizé lui fit découvrir sa librairie, au Montmarin. Françoise accueillit Jules avec la curiosité bienveillante des libraires passionnés. « Alors c'est vous, l'homme marié dont elle m'a parlé ?» dit-elle sans détour, en ajustant ses lunettes de lecture. Jules rougit légèrement. « Plus marié pour très longtemps. »« Bien. » Françoise hocha la tête avec approbation. Alizé mérite quelqu'un qui l'a choisi vraiment. Ce soir-là, ils dînèrent dans une petite crêperie du port. Jules découvrit les spécialités bretonnes avec l'émerveillement d'un enfant. Galettes au sarrasin, cidre fermier, phare au pruneau. Alizé riait de le voir si enthousiaste pour ces plaisirs simples qu'elle-même redécouvrait. À Lyon, je fréquentais toujours les mêmes restaurants gastronomiques, avoua-t-il, en savourant sa galette complète. Des endroits où on voit et où on est vu. Ici, c'est authentique, comme nous, murmura Alizé. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table en bois brut. Pour la première fois depuis ces retrouvailles, une gêne nouvelle s'installa entre eux. Ils n'étaient plus patron et employé, plus l'homme marié et la femme solitaire. Ils étaient juste Jules et Alizé, libres de écrire leur propre histoire. Mais cette liberté était aussi effrayante. En sortant de la crêperie, ils marchèrent en silence le long des remparts illuminés. L'air nocturne portait les senteurs iodées et le murmure éternel des vagues. Jules s'arrêta soudain et se tourna vers elle. « Alizé, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Elle sentit son cœur s'accélérer. « Je vous écoute. J'ai peur. »
Il passa une main dans ses cheveux, geste qu'elle commençait à connaître. Peur de ne pas savoir comment aimer vraiment. Peur d'avoir oublié comment être spontanée, authentique. Moi aussi, j'ai peur, m'avoua-t-elle doucement. Peur de ne pas être assez bien pour vous. Peur que vous regrettiez tout ça quand la réalité reprendra ses droits. Jules s'approcha d'elle, leva doucement sa main vers le visage d'Alizée, caressant sa joue du bout des doigts. Alors apprenons ensemble. Sa voix était un murmure dans le vent marin, sans nous presser, sans nous juger, juste, en étant nous-mêmes. Alizée ferma les yeux, s'abandonnant à cette caresse si longtemps rêvée. Quand elle les rouvrit, Jules était tout proche, son regard plongé dans le sien. « Puis-je » chuchota-t-il. Elle hocha la tête, le cœur battant. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, timidement, comme une question posée en silence. Puis le baiser s'approfondit, chargé de tous les non-dits, de toutes les nuits d'attente, de tous les rêves secrets. Quand ils se séparèrent, Alizée avait les larmes aux yeux. « Ça valait la peine d'attendre », murmura-t-elle. Et dans ce premier baiser sous les étoiles de Saint-Malo, ils comprirent que leur vraie histoire ne faisait que commencer. Le bonheur à deux devient parfois un combat contre le monde entier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur premier baiser. Jules avait prolongé son séjour à Saint-Malo, prétextant auprès de ses associés lyonnais un besoin de réflexion stratégique. En réalité, il découvrait avec Alizée une intimité qu'ils n'avaient jamais connue. Ils avaient retrouvé leur rythme. Petit déjeuner face à l'océan dans le studio d'Alizée, après-midi à explorer les sentiers côtiers, soirée à lire côte à côte, simplement heureux d'être ensemble. Voltaire avait adopté Jules avec la sagesse féline, venant ronronner sur ses genoux pendant qu'il feuilletait les livres de photographie d'Alizée. Mais ce matin-là, la réalité rattrapa leur bulle de bonheur. Le téléphone de Jules sonna, alors qu'ils prenaient leur café habituel. Le nom qui s'affichait sur l'écran fit grimacer Alizée. Bureau, Margot. Jules, la voix de sa nouvelle assistante trahissait une urgence inhabituelle. Il faut que vous rentriez. Maître Bertrand, l'avocat de Madame Derville, demande une réunion d'urgence. Elle conteste les termes du divorce et Jules S. éloigna vers la fenêtre pour poursuivre la conversation à voix basse. Alizée l'observait, voyant ses épaules se tendre progressivement. Quand il raccrocha, son visage avait perdu cette sérénité qu'elle avait appris à chérir. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement. Jules revint s'asseoir, passa ses mains sur son visage. Constance fait des difficultés. Elle réclame la moitié de l'agence d'architecture, la maison de Collonges, plus une pension alimentaire substantielle. Mais vous m'aviez dit qu'elle était d'accord pour le divorce ? Elle était. Jules eut un rire amer. Jusqu'à ce que sa famille s'en mêle. Les Moncler ne supportent pas l'idée d'un scandale. Ils préfèrent une bataille juridique à l'amiable qu'un divorce discret. Alizée sentit une boule se former dans son estomac. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Que je dois rentrer à Lyon, me battre. Il prit ses mains dans les siennes. Alizée, ça va être difficile, long et probablement très public. Public ? Les Moncler ont des relations dans la presse locale. Ils vont tout faire pour me salir, pour présenter notre histoire comme... Il hésita. Comme une liaison sordide avec mon employé. Ces mots frappèrent Alizée comme une gifle. Voilà ce qu'elle était aux yeux du monde. L'employé qui avait brisé un mariage respectable. La petite assistante qui, était élevée au-dessus de sa condition. « Je vois », murmura-t-elle en retirant ses mains. « Non, vous ne voyez rien du tout. » Jules se leva, agité. « Peu m'importe ce qu'ils disent, peu m'importe leur manœuvre, mais je ne veux pas vous exposer à ça. Me protéger ?» Alizée se dressa à son tour, une colère sourde montant en elle. « En me cachant, en faisant comme si je n'existais pas, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est pourtant ce que vous dites. » Ses yeux se voilèrent de larmes. La petite Alizée doit rester à Saint-Malo pendant que M. Derville règle ses affaires d'adulte. Jules réalisa son erreur en voyant la douleur sur son visage. « Alizée, non ? Vous savez quoi ?» Hoël enfila sa veste d'un geste brusque. « Peut-être que votre femme a raison de se battre. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à assumer publiquement ce que nous vivons. Où allez-vous ? Réfléchir. » Elle attrapa son appareil photo. Seule. La porte claqua, laissant Jules seul avec Voltaire qui l'observait d'un œil réprobateur. Alizée marcha jusqu'à la pointe du Grand B, son refuge habituel. Les larmes coulaient librement sur ses joues, emportées par le vent marin. Elle s'était raconté des histoires, avait cru qu'ils étaient égaux dans cet amour, mais dès que les difficultés surgissaient, Jules redevenait l'homme du monde qui doit protéger la petite femme fragile. Elle resta là plusieurs heures, photographiant rageusement les vagues qui se brisaient contre les rochers. Chaque clic
était une façon de évacuer sa frustration, sa déception. Quand elle rentra, Jules l'attendait assis sur les marches de son immeuble. Il avait l'air défait, ses cheveux en bataille, sa chemise froissée. « J'ai été un imbécile », dit-il en se levant. Un lâche. Alizée s'arrêta devant lui, attendant. « Si nous devons nous battre, nous nous battrons ensemble. » Sa voix était ferme, déterminée. « Je rentre à Lyon demain, et si vous acceptez de m'accompagner, nous affronterons tout ça, ensemble. » Dans ses yeux, elle lut une résolution nouvelle. Plus de protection condescendante, plus de mise à l'écart. « D'accord, » murmura-t-elle. « Ensemble. » Il arrive un moment où il faut choisir entre la facilité et la vérité. Lyon. Le cabinet de maître Bertrand, avenue Foch. Une salle de réunion feutrée aux murs tapissés de livres de droit où se jouait l'avenir de Jules et Alizée. Constance Derville était assise face à eux, impeccable dans son tailleur Chanel noir, ses cheveux blonds parfaitement coiffés en chignon strict. À ses côtés, son avocat, un homme aux tempes grises qui exsudait l'arrogance du pouvoir. En face, Jules tenait fermement la main d'Alizée, qui portait sa plus belle robe, une création simple mais élégante qu'elle avait achetée pour l'occasion. « Alors voilà la fameuse secrétaire », lança Constance d'une voix glaciale, ses yeux bleus balayant Alizée de la tête aux pieds. « Pardonnez-moi, assistante financière. » Alizée sentit ses joues s'empourprer, mais elle soutint le regard de Constance sans faiblir. Jules serra sa main plus fort. « Constance, restons courtois, » intervint Jules. « Nous sommes ici pour régler notre divorce, pas pour des attaques personnelles. » « Personnelles ?» Constance eut un rire cristallin et froid. « Mais tout est personnel, mon cher Jules. Tu détruis 15 ans de mariage pour cette femme quelconque. Cette femme a un nom, » dit Jules, sa voix se durcissant. « Et elle vaut 1000 fois plus que tous tes amis de la haute société réunis. » Maître Bertrand intervint avant que la situation ne dégénère davantage. « Madame Derville, vos exigences sont substantielles. 50% de l'agence d'architecture, la propriété de Collonges, plus une pension de 8 000 € mensuels. C'est le prix de 15 années de ma vie gâchée, » répliqua Constance, « et je compte bien le faire payer. » Alizée ne pouvait plus se taire. « Madame Derville, » dit-elle d'une voix claire, « Jules m'a dit que vous aviez aussi quelqu'un d'autre, un galeriste parisien. » Le silence qui suivit fut pesant. Constance pâlit légèrement. « Comment osez-vous? Alors pourquoi cet acharnement ?» continua Alizée, trouvant en elle un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Pourquoi détruire un homme que vous n'aimez plus, juste par orgueil? Parce que les gens comme vous ne comprennent pas les gens comme nous, » siffla Constance. « Vous ne comprenez pas ce que représente un nom, une réputation, un rang social. Vous avez raison. » Alizée se leva lentement. « Je ne comprends pas comment on peut préférer les apparences à l'amour, comment on peut gâcher sa vie et celle des autres pour sauver la face. » Jules la regardait avec admiration. Cette femme qu'il avait crue fragile montrait une force qu'il ne soupçonnait pas. « Mais je comprends une chose, » poursuivit Alizée en se tournant vers Jules. « Je comprends que l'amour véritable ne se marchande pas. » Elle prit une profonde inspiration. « Maître Bertrand, j'ai une proposition. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Donnez-lui tout, l'agence, la maison, l'argent, tout. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle continua. « Jules et moi, nous recommencerons de zéro, ensemble. »« Alizée, non, » commença Jules. « Si. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants de détermination. « Tu vaux plus que tous ces biens matériels. Nous valons plus que ça. » Constance était abasourdie. Elle s'attendait à tout sauf à cette générosité désintéressée. « Vous renonceriez à tout ?» balbutia-t-elle. « Pour être avec l'homme que j'aime. Vraiment aime ?»« Oui. » Alizée sourit à travers ses larmes. « C'est ça, la différence entre nous, Madame Derville. Vous gardez les biens. Moi, je garde l'amour. » Jules se leva à son tour, passa son bras autour des épaules d'Alizée. « Elle a raison. Gardez tout, Constance. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de nous. » Pour la première fois depuis le début de la réunion, Constance sembla vaciller. Cette démonstration d'amour authentique la renvoyait à sa propre vacuité émotionnelle. « Très bien, » murmura-t-elle finalement. « Très bien. » En sortant du cabinet, Jules et Alizée marchèrent en silence dans les rues de Lyon. Ils avaient tout perdu matériellement, mais ils avaient gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. « Tu regrettes ?» demanda Jules. Alizée s'arrêta, se tourna vers lui. « Jamais. » Et dans ce baiser échangé sur les quais du Rhône, ils surent qu'ils venèrent de remporter la plus belle des victoires. 2 ans plus tard, Saint-Malo, un matin de printemps. La lumière dorée du soleil levant filtrait à travers les rideaux de lin blanc, caressant doucement le visage endormi d'Alizée.
Elle ouvrit les yeux lentement, savourant ce moment de pure quiétude, où le mondain n'était encore qu'un murmure d'océan et de mouettes. À ses côtés, Jules dormait paisiblement, une main posée sur son ventre légèrement arrondi. 6 mois. Dans 3 mois, leur fille naîtrait, cette petite Camille qu'ils attendaient avec une tendresse infinie. Alizée sourit en repensant au chemin parcouru. Après cette confrontation décisive dans le cabinet d'avocats lyonnais, ils étaient revenus à Saint-Malo. Jules avait vendu sa part restante de l'agence d'architecture à ses associés, et ensemble, ils avaient ouvert un petit cabinet d'architecture patrimoniale spécialisé dans la restauration des bâtiments historiques bretons. Leur bureau se trouvait au rez-de-chaussée de leur maison, une ancienne demeure de corsaires qu'ils avaient restaurée avec amour face au port. Jules y dessinait ses plans à la main, comme autrefois, tandis qu'Alizée gérait la partie administrative et photographiait les chantiers pour documenter leurs interventions. Ils en étaient un pas riches. Leurs économies y fondaient parfois dangereusement, surtout l'hiver quand les chantiers se faisaient rares. Mais ils étaient libres, libres d'aimer, de créer, de choisir leurs projets selon leur cœur, plutôt que selon leur portefeuille. La librairie aux mots marins était devenue leur second foyer. Françoise avait proposé à Alizée d'y exposer ses photographies et petit à petit, sa réputation de photographe de patrimoine S était construite. Ces clichés en noir et blanc des monuments bretons ornaient désormais les murs de nombreux cafés et hôtels de la région. Jules bougea dans son sommeil, passa instinctivement son bras autour d'elle. Même endormi, il la cherchait. Ce geste tendre, répété chaque matin depuis 2 ans, ne cessait d'émouvoir Alizée. Ils s'étaient mariés l'été dernier, dans la petite chapelle Sainte-Anne face à la mer. Une cérémonie simple, avec pour seul témoin Françoise, Hervé le vieux marin, et quelques amis rencontrés dans leur nouvelle vie. Pas de faste, pas de mondanité, juste l'essentiel, 2 êtres qui s'unissaient par amour. Constance avait refait sa vie à Paris avec son galeriste. Elle avait gardé tous les biens, comme convenu, mais Alizée avait appris par Margot que l'ancienne épouse de Jules semblait moins épanouie qu'espérée. L'argent, finalement, ne suffisait pas à combler un cœur vide. Voltaire, maintenant âgé et majestueux, ronronnait sur le rebord de la fenêtre en observant les bateaux de pêche rentrer au port. Il avait adopté cette nouvelle vie avec la sagesse féline, devenant le roi incontesté de leur petit royaume face à l'océan. Jules ouvrit les yeux, croisa le regard d'Alizée et sourit, ce sourire authentique qu'elle lui connaissait maintenant par cœur. « Bonjour, ma douce », murmura-t-il en embrassant son front. « Comment va notre petite Camille ce matin ? Elle danse ?» répondit Alizée en posant sa main sur son ventre. « Je crois qu'elle a hâte de découvrir l'océan. » Jules posa sa main sur la sienne, sentant les petits coups de leur fille à naître. « Elle sera libre, » dit-il avec émotion. « Libre de choisir qui elle veut être, qui elle veut aimer. »« Oh, comme nous » acquiesça Alizée. Ils se levèrent ensemble, préparèrent leur café matinal face à la mer. Dehors, Saint-Malo-S éveillait dans la douceur printanière. Les premiers touristes arpentaient déjà les remparts, immortalisant cette beauté que Jules et Alizée avaient la chance de contempler chaque jour. « Tu sais, » dit Jules en regardant un jeune couple qui s'embrassait sur le quai, « parfois je me demande ce qui serait arrivé si cette tempête n'avait pas eu lieu. » Alizée sourit, passa ses bras autour de son cou. « Nous nous serions trouvés autrement. L'amour véritable finit toujours par triompher, d'une façon ou d'une autre. Tu en es sûre ? » Certaine. Elle l'embrassa tendrement. « Parce que nous étions faits l'un pour l'autre depuis toujours. Il fallait juste avoir le courage de s'en apercevoir. » Au loin, les cloches de la cathédrale Saint-Vincent sonnèrent 9 heures. Une nouvelle journée commençait pour Jules et Alizée d'Herville, une journée ordinaire et extraordinaire à la fois, comme toutes celles qu'ils partageaient désormais. Dans quelques heures, ils ouvriraient leur cabinet, accueilleraient leurs clients, travailleraient sur leurs projets de restauration. Puis ils dîneraient dans leur petite cuisine face au port, liraient côte à côte dans leur salon, s'endormiraient enlacés au son des vagues. Une vie simple, une vie vraie, une vie d'amour. Et dans 3 mois, quand la petite Camille pousserait son premier cri face à l'immensité de l'océan, elle découvrirait un monde où ses parents avaient eu le courage de choisir l'amour plutôt que les conventions, la vérité plutôt que les apparences. Car parfois, les plus belles histoires commencent par une nuit d'orage et se poursuivent par toute une vie de bonheur. Est-ce que vous auriez eu le courage de renoncer à tout, argent, biens, sécurité, pour être avec la personne que vous aimez vraiment? Pensez-vous qu'Alizée et Jules ont fait le bon choix en choisissant l'amour plutôt que la richesse? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît,
Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.